Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12h GMT, midi à Dakar et partout à Dakar, au Sénégal, pardon. C'est l'heure du grand journal de la RFM. Bienvenue. Souleymane Niang. Voici le sommaire de cette édition. La grosse polémique autour de la campagne de chimioprévention contre le paludisme à Touba. Des enfants vaccinés pris de diarrhée et de vomissements. Leurs parents accusent, les autorités sanitaires minimisent. Adama Gaye devant le doyen des juges d'instruction sur requête du procureur de la République après un rendez-vous manqué hier. La rencontre est prévue à 13h. Reconstitution du meurtre de Binta Camara à Tambacounda cet après-midi. Victime collatérale de cette affaire, le gardien du domicile des parents de la victime blanchi par l'enquête a été licencié par la famille. Notre reportage Tabaski à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Contre vents et marées et en dépit des examens, les étudiants non dakarois iront passer l'Aïd el-Kabir dans leur ville et village d'origine. À suivre notre dossier sur les instructions judiciaires qui compromettent dans certaines affaires la célérité de la justice. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le deuxième patient atteint d'Ebola vient de mourir en République démocratique du Congo, Goma, deuxième ville où l'alerte est au maximum. Ronald Reagan avait traité les représentants africains à l'ONU de singes au téléphone avec le président Nixon en 1971. Les enregistrements viennent d'être rendus publics par Tim Naftali, professeur agrégé d'histoire à l'Université de New York. Merci Binta Diallo, le développement de tous ces titres dans un instant. Bonjour et bienvenue à Cheikh Tidiane Diagne pour le menu du journal des sports. Bonjour à vous Souleymane. Confusion autour du limogeage de l'entraîneur de basket Abdurrahman Ndiaye Adidas. Le technicien dit en être informé que ce matin, la Fédération sénégalaise de basketball NI, Vieux-Ndoye, ex-international, plusieurs fois roi du basket, juge la méthode cavalière. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser aux deux rencontres capitales attendues cet après-midi. C'est pour désigner les deux finalistes du championnat masculin. Ce sera donc au Stade Marius Ndiaye. Cheikh Tidiane Diagne, rendez-vous avec vous également dans un instant pour le développement de tous ces titres. Et puis la chronique du jour, ce sera avec Mbaye Sidi Mbaye. La revue de la presse avec Georges Détié Diop et notre rubrique Point de vue sur les positions discordantes au sein de l'opposition. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, cet accident mortel qui s'est produit ce matin sur l'autoroute à péage, précisément entre le péage de Mbour et celui d'Ila-Touba. Un camion s'est renversé sur la route, faisant 2 morts. Le chauffeur et son apprenti, ils sont tous morts sur le coup. RFM, la radio de toute l'actualité. Je l'évoquais tout à l'heure dans les titres, la grosse polémique autour de la campagne de chimioprévention contre le paludisme. Une campagne qui cible les enfants de 0 à 10 ans. Il y a problème à Touba car après le passage des agents de santé, la plupart des enfants vaccinés ont été atteints de diarrhée et de vomissements. Désemparés, les parents accusent les autorités. Correspondance Mariama Diop. La campagne de lutte contre le paludisme vire à la psychose chez les populations. Serigne Soyebou Mbacké, habitant à Darou Marnane, s'inquiète de l'état de santé de 2 de ses enfants. C'est une campagne du ministère de la Santé au niveau de Touba qui vise à prévenir le paludisme chez les enfants. Mais c'est une campagne qui nous pose énormément de soucis. Moi, par exemple, j'ai 2 enfants qui souffrent depuis qu'ils ont pris des cachets. Des agents en charge de cette campagne. Une fois au quartier Gargoundao, j'ai trouvé le constat était le même. Plusieurs parents avaient les mêmes problèmes. Cette mère de famille trouvée chez elle à Darou Khoudoss partage la même angoisse. Ils sont passés par là et ont donné des médicaments à nos enfants. Depuis ce jour, les gosses ne cessent de vomir. Ils ont tous des maux de ventre. Toutefois, Serigne Soyebou déplore l'absence totale de communication notée dans ce programme de lutte contre le paludisme. Si la campagne était accompagnée par une bonne communication, les populations ne se prendraient pas des effets secondaires subis. Les populations inquiètes interpellent les autorités sanitaires. Mariama Diop, Touba, RFM. En réaction, le docteur Mamadou Dian, médecin-chef du district sanitaire de Touba, juge normal ces effets secondaires notés chez les enfants qui ont reçu le vaccin. Le voici au téléphone avec Mariama Diop. Le traitement qui est administré aux enfants permet en tout cas de prémunir ces enfants
leur éviter la survenue de cas de palu. C'est un traitement très efficace, mais il y a quelques problèmes de tolérance des médicaments qui font que certains enfants peuvent présenter des effets secondaires. Mais pour rassurer en tout cas les familles, les ménages, les cas d'effets secondaires sont souvent des cas d'effets mineurs et qui sont pris en charge au niveau des postes de santé ou des hôpitaux. Et à ce jour, on n'a pas noté d'effets secondaires graves. La plupart du temps, c'est des vomissements ou des douleurs abdominales qu'on traite rapidement dans les centres de santé et postes de santé. C'est des effets, c'est normal, hein? C'est-à-dire que pour le camoquin, quand vous le prenez à jeun, vous pouvez présenter des crampes d'estomac ou des vomissements. La plupart des enfants qui ont vomi, c'est parce qu'ils n'ont pas mangé ou parce qu'ils ont pris le médicament un peu loin des repas. Donc, ce qui a occasionné des signes d'intolérance gastrique. Après la santé, l'éducation, dans le bras de fer qui oppose le cadre unitaire des organisations d'établissements privés d'enseignement supérieur QDOPES et l'État du Sénégal sur le paiement de la dette du gouvernement, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a reçu les représentants du QDOPES hier. Il a demandé aux établissements de surseoir à leur mot d'ordre de suspension des enseignements délivrés aux étudiants orientés par l'État et de rétention des documents administratifs en attendant une solution qui est en cours, mot d'ordre qui devrait entrer en vigueur, cette suspension donc à compter de ce 31 juillet. Le QDOPES va se réunir cet après-midi pour décider de la suite à donner à cette demande du ministère. Et puis les professeurs d'université et les autorités académiques de Thiès se mobilisent pour lutter contre l'incivisme et l'indiscipline. Ils appellent les enseignants à inculquer aux jeunes des valeurs citoyennes et la discipline. Ce plaidoyer a été lancé lors de la fête de l'excellence à Thiès. Cheikh Anta Diop. L'incivisme, l'indiscipline notoire constatée ça et là, et même dans les plus hautes sphères, les faits sont là, selon Aminata Sow Diallo, professeur des universités agrégées en physiologie, marraine de cette édition. Tout le monde est interpellé pour faire un diagnostic sans complaisance des maux qui gangrènent aujourd'hui notre société. On est devant des faits. C'est vrai qu'il y a un manque de civisme qui ne s'arrête pas aux élèves ou aux enfants. Il faut le dire, les adultes sont encore plus atteints d'incivisme. Donc on a un problème aujourd'hui qui est un problème sociologique. Et je pense qu'il nous faut tacler ce problème-là. L'organisation d'une telle cérémonie permet de véhiculer des messages auprès des élèves certes, mais des messages auprès des parents, auprès de la communauté scolaire. Une de leurs missions, c'est la formation à la citoyenneté, l'éducation. La formation à la citoyenneté pour ce faire, dira l'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Baba Diassé. Les enseignants doivent faire incarner des valeurs aux élèves. Faire incarner des valeurs qui font de ces jeunes des jeunes conscients du civisme et de la citoyenneté, des jeunes conscients du fait qu'ils doivent participer à l'émergence de leur pays. Propos tenus à l'occasion de la fête de l'excellence de l'inspection de l'académie de Thiès. Les meilleurs élèves et les élèves qui ont obtenu des mentions très bien au niveau de l'académie de Thiès ont été primés. Et le plus jeune bachelier du Sénégal, qui a 14 ans, Jean-Alfred Mango, a été primé également. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, merci. Retour à Dakar, 3 jours après l'opération de déguerpissement des mécaniciens et commerçants qui occupaient l'ancienne piste à Mermoz. Les occupants rencontrés n'en reviennent toujours pas. Certains garagistes n'ont pas eu le temps de plier bagages. Les riverains, quant à eux, se réjouissent de ces séries de déguerpissements et pensent que c'est dans le souci de bien faire les choses. Oumou Kalsoumli. Quelques jours après les séries de déguerpissement sur l'ancienne piste de Mermoz, les anciens occupants reviennent sur les lieux. Sur place, des tas d'immondices mélangés à des pierres et du sable sont visibles. Des débris de pneus et des véhicules abandonnés. Ndiaga, garagiste, n'en revient toujours pas. Ils sont venus le mardi pour dire qu'on doit quitter le samedi. Le délai était trop court. S'ils nous avaient donné même un mois, on aurait pu nous organiser. Ils sont venus vers minuit et ont même amené quelques voitures. Ces occupants déplorent la manière dont les autorités ont procédé les déguerpissements. Selon eux,
ont porté un coup dur à leurs activités. Bouna Tchare. Nous travaillons ici pour prendre soin de notre famille. Si on nous délocalise ici, où est-ce qu'on va aller? Est-ce que tu vas rentrer au village ou rester sans rien faire ici? Tu n'auras même pas de quoi acheter un sac de riz. C'est pas normal. Pour ces riverains, les opérations de déguerpissement ont pour objet de rendre la ville plus attrayante. Je trouve que c'est légal. Si c'est ça dans le cadre de bien faire, de telle sorte que notre ville soit une ville accueillante, tous les passants ou les étrangers qui viendront ici pourront apprécier notre localité. Déguerpir, c'est bien, mais veiller à la salubrité de ces espaces après un nettoyage, c'est encore mieux. Les autorités de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur sont appelées à mettre en place d'autres stratégies pour mieux préserver l'environnement. Vous écoutez le grand journal sur la RFM, il est 12h10. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Après une journée riche en rebondissements hier, le dossier du journaliste Adama Gaye devrait formellement entrer en phase d'instruction aujourd'hui. L'activiste arrêté hier par la DIC a rendez-vous avec le doyen des juges d'instruction, lui-même saisi à cette fin par le procureur de la République, donc tout à l'heure à 13h. Le Front Frappe France Dégage va organiser une marche nationale vendredi à Dakar. C'est pour réclamer la libération de Guy Marius Sagna. Cet activiste est en prison depuis une dizaine de jours maintenant pour fausse alerte au terrorisme. La plateforme Aar Lu Ñu Bokk entend se battre pour que les deux activistes arrêtés, Guy Marius Sagna et Adama Gaye, recouvrent la liberté. Le rappeur Thiat du mouvement Y'en a marre et membre de Aar Lu Ñu Bokk était l'invité de RFM ce matin. Nos frères activistes, nos frères de lutte, nos camarades de lutte de Frappe France Dégage invitent tous les Sénégalais à sortir ce vendredi après la prière de 14h. Ce sera de la place de l'Obélisque à la RTS, une marche pacifique, une marche pour la libération de ces patriotes sénégalais qui sont détenus, kidnappés par l'État du Sénégal. Donc nous invitons tous les Sénégalais à venir nous rejoindre. Aar Lu Ñu Bokk continuera à faire des actions comme nous l'avons commencé. Et il se trouve qu'actuellement, par rapport à la Coupe d'Afrique, par rapport à toutes ces arrestations répétées, nous avons décidé de changer de méthode. Et bientôt, la communication de la cellule de communication de Aar Lu Ñu Bokk communiquera sur les actions que nous allons entreprendre très bientôt. Mais le combat continue, ça ne fait que commencer, parce que le pétrole et le gaz, nous demandons et nous réclamons que justice soit faite sur cette affaire. Au-delà du pétrole et du gaz, il y a les arrestations d'activistes, Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ces arrestations-là? Tout notre possible. Nous allons investir la rue, parce que la Constitution nous le permet et nous le garantit. Nous avons un pôle d'avocats qui se charge du côté judiciaire. Nous ne ménagerons aucun effort pour libérer ces dignes patriotes sénégalais. Toujours dans le chapitre judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint-Louis a finalement décidé de surseoir à la vente aux enchères des 8000 hectares de terre appartenant à Cheikh Hamidou Kane dans la commune de Mbane. Cette décision a été prise sur recommandation des autorités administratives qui craignent des troubles à l'ordre public. Voici la correspondance de Mohamed Nabissila. Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a jugé nécessaire de surseoir à la vente aux enchères de 8000 hectares de terre dans la commune de Mbane. Une décision motivée par une suggestion des autorités administratives et locales pour éviter des troubles à l'ordre public que cela pourrait occasionner. Plusieurs manifestations d'habitants de Mbane, dont certains occupent encore les terres, et la polémique depuis des jours. Les 8000 hectares, objet du litige, appartiennent à Cheikh Hamidou Kane qui a bénéficié d'un bail qui aurait été hypothéqué auprès d'une banque qui veut rentrer dans ses fonds. A rappelé que le bailleur Cheikh Hamidou Kane avait bénéficié d'un prêt bancaire sur ce terrain qu'il a acquis depuis 40 ans. La décision de surseoir à la vente aux enchères est tout de même une décision de sagesse des autorités judiciaires. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et pour clore ce chapitre, c'est finalement... Avant cela, l'écrivain et ancien ministre Cheikh Hamidou Kane, mis en cause dans cette affaire, contacté par la RFM ce matin, dégage toute responsabilité dans ce litige. Il précise avoir cédé les 8000 hectares de terre qui lui appartenaient à une autre personne qui est maintenant attributaire de cette superficie. Et puis, c'est finalement cet après-midi que la reconstitution du meurtre de Binta Camara à Tambacounda aura lieu. Prévue ce matin, cette reconstitution a été
été reporté à cet après-midi. Et je vous disais dans les titres à ce sujet que la victime collatérale de cette affaire, c'est le gardien du domicile des parents de la victime qui avait été blanchi dans l'enquête mais qui finalement a été licencié par la famille. Voici la correspondance de Baye Omar Gueye. Les promesses de l'État liées à une prise en charge psychosociale des membres de la famille de la victime Binta Camara et du vigile Malik Akodiop n'ont pas été tenues. Et puis encore, Malik Akodiop, le gardien, est depuis lors sans emploi. Il a dû subir les dégâts collatéraux de l'affaire Binta Camara. Malik Akodiop. Tristesse de regret tout ça. Actuellement, je suis sans emploi. Je ne fais rien du tout. Parce que lorsque ça s'est arrivé, madame m'avait promis qu'il va m'en donner quelque chose. Je suis présent, je suis à l'écoute. Je voudrais que l'État me recrute sur la fonction publique parce que j'ai fait la santé. Je voudrais que l'État m'appuie là-dessus. Un financement de 5 millions, c'est bon pour faire d'autres activités. À Tambacounda, on sollicite une accélération du dossier judiciaire pour que le présumé meurtrier soit fixé sur son sort à travers la chambre criminelle. C'est Bocar Diallo, je suis enseignant à Mako Kolibantang. À l'affaire Binta Camara, depuis presque bientôt 2 mois, il y a eu des actes à chaud. Le criminel a été arrêté pour la condamnation. Je ne dirais pas qu'il y a un peu de retard. Je souhaitais que, à l'heure, nous devons condamnation pour ce qui est de la prise en charge psychologique de la famille, à chaud, j'ai vu la réaction de l'État. Toute la population de Tamba était près de la famille de la victime. Ils les ont accompagnés parce que effectivement ça c'était un coup vraiment très dur. Pour l'heure, la villa de Malal Camara, directeur général de l'Agence pour le développement local, sise au quartier Liberté Saré-Guilel, est quasiment déserte, avec un autre vigile qui veille sur la sécurité des lieux. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. En mot de l'hivernage dans le sud du pays, c'est la course contre la montre chez les paysans de la région de Ziguinchor, obligés d'accélérer la cadence pour boucler les travaux en 15 jours au maximum. Le retard lié à l'installation de l'hivernage dans la zone sud du pays est passé par là. Malheureusement, pour ces paysans, l'appui en matériel agricole que l'État leur octroie n'est toujours pas disponible, ce qui risque de rendre plus difficile la tâche des producteurs. Lamine Ba. Le retour des pluies en fin de semaine dernière, après une installation très tardive de l'hivernage, a mis la pression sur les paysans qui ont engagé une course contre la montre pour boucler dans un délai de 15 jours tous les travaux champêtres et espérer voir les plantes se développer jusqu'à maturation. Abdou Aziz Badi est le président du Conseil régional de concertation des ruraux de Ziguinchor. Je ne me rappelle plus même quelle année on a connu un si grand retard pour l'installation de l'hivernage. Mais cette année, je dois pouvoir oser dire que c'est un record parce qu'en cette période, même en période de pleine crise de pluie, en cette période, pour ceux qui font la production de maïs, on avait une très bonne levée. On espérait chaque fois au mois d'août commencer à consommer le maïs. Mais pour toutes les spéculations confondues, c'est en fin juillet que nous aurons démarré l'hivernage. Tout est ramené à une période très courte. Parce que si on ne se rattrape pas au bout de 2 semaines, le producteur qui n'aura pas ensemencé, il est déjà out de l'hivernage. Les paysans qui ont pris d'assaut les champs depuis quelques jours auraient espéré sauver davantage la situation si l'État avait mis à leur disposition à temps le matériel agricole, ce qui n'est pas encore le cas selon Abdulaziz Badji. Les 24 tracteurs qui sont destinés à Ziguinchor ne sont pas globalement arrivés, mais les tracteurs qui sont arrivés sont sans obsèques et sans remorque. Ça veut dire que les tracteurs vont garer. Et déjà, si les tracteurs étaient attribués aux bénéficiaires, ça aurait augmenté le processus de rapidité de la mise en œuvre des activités de labour. Pour faire face à la situation, les producteurs ont reçu des conseils allant dans le sens de privilégier les variétés à cycle court pour se prémunir de tout arrêt brusque de l'hivernage, comme ce fut le cas il y a de cela quelques années. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et puis en cette période d'hivernage, les prix des légumes et autres condiments sont en hausse. C'est le cas constat qui a été fait dans quelques marchés. C'est le cas à Tilène, difficile pour de nombreuses ménagères d'avoir un panier bien garni. L'hivernage y serait donc pour quelque chose. Autre hausse constatée au niveau de l'oignon local et de la pomme de terre locale. Les ménagères et autres commerçants craignent encore une autre augmentation des prix d'ici la Tabaski. Nafissatou Silla. Nous sommes au marché Tilène, au cœur même du marché, entre ambiance de préparatifs de la Tabaski et bavardage. Des ménagères en plein marchandage s'offusquent de la cherté des prix proposés. Pratiquement, tout a doublé. Malheureusement,
malheureusement, avec l'approche de la fête, les denrées deviennent de plus en plus chères. Parce que si tu fais le constat, avant tu pouvais avoir le kilo à 300, mais maintenant le kilo est à 600 francs pour l'aubergine africaine. Radiata Kamara, vendeuse, le confirme. Le chou coûte 600 francs le kilogramme. La semaine dernière, c'était entre 300 et 400 francs. Tout est cher, c'est l'hivernage et les produits deviennent encore plus chers. On n'a pas le choix. L'oignon et la pomme de terre, je pense aussi que ça va augmenter. Donc, il faut penser à acheter maintenant et stocker. Un peu plus loin, une dame, la cinquantaine, teint clair, un gros sachet rempli de légumes sur la tête, décrit la rareté des produits. Tout est cher, même le poisson, et on ne le voit même pas. Il n'y a que des poissons surgelés qui n'ont aucun goût. La viande, peut-être, si elle aussi est accessible. Et pour elle, l'oignon et la pomme de terre, on ne touche pas. Ça se vend jusqu'à 500 francs le kilogramme et ce n'est pas de bonne qualité. D'ici la Tabaski, ça va grimper jusqu'à 800 francs. Et une explication est servie par rapport à ça. Mamour Diallo. On nous dit que des gens ont exporté une grosse quantité d'oignons et de pommes de terre. Il en reste un peu et du coup, c'est cher. Et avec la Tabaski, il ne faut pas augmenter le prix. Cela ne nous arrange pas encore, moins les consommateurs. Durant l'hivernage, les denrées et autres condiments se font rares en plus d'être chers. Pour beaucoup de consommateurs, ils sont obligés de revoir les dépenses pour s'en sortir. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. République démocratique du Congo, le deuxième patient atteint d'Ebola est finalement décédé. C'est RFI qui donne l'information. Le décès du deuxième patient atteint d'Ebola dans la ville de Ngoma. En faisant le point sur la maladie tout à l'heure, le patient n'avait pas encore tiré sa révérence. Salimata Aou. Il s'agit d'un homme qui était suivi par les soignants de Bunia, mais qui a fui les équipes de la riposte. La capitale du Nord Kivu, qui compte plus de 2 millions d'habitants, a connu il y a 6 jours le premier cas avéré de la maladie. Le virus Ebola a fait déjà 1790 morts. L'UNICEF s'inquiète du nombre d'enfants touchés par cette épidémie. Sur les 2700 malades, plus de 25% sont des mineurs. Selon les spécialistes, des équipes de riposte sont sur le terrain pour désinfecter le domicile de la victime, mais également le centre de santé où elle est passée. Pour le professeur Muyembe, il n'y a pas lieu de paniquer. Il faut par contre collaborer avec les équipes de riposte. Pour l'UNICEF, si l'épidémie d'Ebola doit être endiguée, il ne faut pas oublier les autres urgences sanitaires dans l'Est de la RDC. Côte d'Ivoire, la CEI réformée. La réforme de la commission électorale indépendante est passée en séance plénière de l'Assemblée nationale. 124 voix pour, 78 contre. Les commissaires passent de 17 à 15. Le parti au pouvoir, l'opposition, la société civile et un magistrat vont siéger au sein de la CENI ivoirienne. Pour les autorités, les exigences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont été respectées en 2016. Elle avait émis un arrêt recommandant une CEI plus équilibrée selon RFI. Et en Algérie, Souleymane, l'armée rejette catégoriquement tout préalable au dialogue. Aujourd'hui, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a mis en place une instance nationale de dialogue et de médiation selon le Figaro.fr. L'instance va mener des consultations avec la classe politique, la société civile et le Hirak, mouvement de contestation, pour définir les modalités d'une présidentielle prochaine, ce que refusent bien entendu les manifestants qui recusent les pro-Bouteflika au pouvoir. Et puis l'ancien président américain Ronald Reagan, tristement rattrapé par l'histoire. Et à titre posthume, alors gouverneur de la Californie en 1971, Ronald Reagan avait qualifié les délégués africains à l'ONU comme des singes, de singes plutôt. C'était à l'occasion d'une relation téléphonique avec le président Nixon. BBC nous apprend aujourd'hui que l'enregistrement vient d'être déterré par Tim Naftali, professeur agrégé d'histoire à l'Université de New York. Synthèse, Adi Maguette Ndiaye. Il a fait ce commentaire raciste dans une conversation téléphonique avec Richard Nixon, alors président des États-Unis, qui avait la manie d'enregistrer tous ses appels. Le gouverneur était furieux parce que les délégués africains à l'ONU s'étaient rangés du côté des Américains lors d'un vote visant à reconnaître la Chine et à expulser Taïwan.
Après le vote, les membres de la délégation tanzanienne ont commencé à danser à l'Assemblée générale des Nations unies. Lorsque Reagan a appelé Nixon le lendemain, il a demandé s'il avait regardé le vote à la télévision. Il a poursuivi en disant ceci: voir ces singes de ces pays africains, bon sang, ils sont encore mal à l'aise avec des chaussures. Nixon en a rigolé. L'enregistrement a été déterré par Tim Naftali, professeur agrégé d'histoire à l'université de New York. Il avait dirigé la Nixon Presidential Library qui a conservé toutes les bandes audio enregistrées par Nixon de 2007 à 2011. Dans son article publié dans The Atlantic, Naftali explique que l'échange raciste a été retiré de la conversation enregistrée lorsqu'il a été publié en 2000 par les archives nationales pour des raisons de confidentialité. Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure avec nos deux invités, nous parlerons des positions et voix discordantes au sein de l'opposition. Il est 12h25. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane, bonjour à tous. Nous commençons avec cette confusion autour du limogeage d'Abdourahmane Ndiaye Adidas, désormais ex-entraîneur de l'équipe nationale masculine de basketball. L'information Souleymane est tombée hier tard dans la soirée. Il est remplacé avec effet immédiat par Moustapha Gaye, ex-coach de l'équipe féminine de basketball du Sénégal. Et la SAR en charge de la communication au sein de la Fédération sénégalaise de basketball donne des explications. Cette décision fait suite des négociations qui se sont révélées non concluantes entre la Fédération sénégalaise de basketball et l'entraîneur sortant, M. Abdourahmane Ndiaye Adidas. Mais aussi, ça a été surtout déterminé par le souci de délai que nous avons, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe nationale doit rentrer en regroupement d'ici le week-end prochain, en vue de la préparation du mondial de basketball qui doit se tenir le 30 août en Chine. Donc nous avons accusé un léger retard, mais bon, c'est un retard très rattrapable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous comptons partir sur une nouvelle collaboration avec Moustapha Gaye qui a répondu tout de suite favorablement à la demande de la Fédération sénégalaise de basketball. Donc ça s'explique aussi, le choix de Moustapha Gaye n'a rien de fortuit. C'est celui qui aujourd'hui est classé comme étant l'un des entraîneurs, ou si ce n'est pas l'entraîneur le plus titré sur le basketball national, avec 2 Coupes du Monde en qualification, une Afro-Basket en 2015 et qualification aux Jeux Olympiques. Donc nous saluons aussi au passage son esprit patriotique qui fait que dès lors où nous avons fait appel à lui, il s'est montré tout de suite disposé à répondre à l'appel de la Fédération sénégalaise de basketball. Joint au téléphone par la radio Futur Média, Adidas dit être informé de son limogeage que ce matin. La Fédération sénégalaise de basketball, par la voix de son président, que nous avons joint aussi ce matin, avance que la notification lui a été faite depuis hier par courrier électronique. Viendoy, ancien basketteur, se désole, lui, de cette situation. On l'écoute. Ce n'est pas une décision qui me surprend, parce que du moment où ça fait des mois que j'en parlais, à un moment donné même, il devait être limogé pour être remplacé par un entraîneur étranger. C'est là que j'étais sorti dans la presse, à la télé, pour dénoncer ça. Et vraiment, c'est dommage. Et puis même la façon de faire. Parce que ce matin, la presse disait que démission de l'entraîneur national Abdou Ndiaye Adidas, mais ce n'est pas une démission, il a été limogé. Et vraiment, c'est dommage pour le basketball sénégalais et surtout pour ces jeunes-là qui doivent aller au championnat du monde. Viendo est plusieurs fois roi du basketball sénégalais. Un pré-tournoi pour préparer l'afro-basket féminin que doit abriter notre pays à compter du 9 août prochain. Cher Sarr, sélectionneur du Sénégal, va publier sa liste des 12 à l'issue de ce tournoi qui va se dérouler au stadium Marius Ndiaye. Le technicien revient sur l'importance de ce tournoi. On écoute des propos recueillis par Sodekia. On n'a pas 12 joueuses, on a 15 joueuses. On doit tourner l'effectif pour faire la sélection. Alors chaque fille aimerait avoir un bon temps de jeu pour démontrer qu'elle a des capacités pour être dans les 12. Donc c'est plus une question de jeu interne, de sélection de l'équipe que de jeu jouer pour gagner. Donc je pense que c'est des matchs qui sont importants pour faire des tests et évaluer notre jeu. C'est tous les secteurs qui m'empêchent de dormir, c'est tous les secteurs.
Parce que on est comme des dollars. Aujourd'hui, on est là, monte, le lendemain. Voilà, ça dépend de l'état d'esprit de la joueuse, quoi. C'est au niveau de motivation. La forme, elle est là, mais je pense qu'il faut beaucoup plus jouer sur la psychologie des joueuses, quoi, parce que l'affect et l'émotion est là, donc c'est à nous de moduler et de contrôler ça jusqu'au bout. Je pense que les Sénégalais vont nous aider à ça avec les réseaux sociaux. C'est très compliqué, quoi, parce que les gens ils font des commentaires sur certaines choses, l'autre se voit un peu un manque de considération, il va démontrer sur le terrain que ce que les gens ont dit c'est faux, donc c'est difficile, c'est pas évident. Donc tu vois une joueuse aujourd'hui, elle est en forme, elle est en état d'esprit extraordinaire. Le lendemain tu le vois baisser les bras, parce que simplement elle a entendu des choses. Voilà, donc nous c'est ce cadrage-là sur lequel on est en train de travailler, mais bon, les réseaux sociaux on n'y peut rien. Mais c'est à elle d'avoir comme on appelle, une mentalité très forte, comprendre qu'il y a des gens qui peuvent nous pousser à la victoire, mais il y en a d'autres aussi qui nous tirent vers l'arrière. Basket toujours, cher Sidiane, les finalistes du championnat national masculin connus à partir de cet après-midi. Oui, ce sera à l'issue des 2 rencontres qui vont se jouer au Stadium Marius Ndiaye à partir de 17h. AS Douanes va en découdre avec Saint-Louis Basket Club, Union Sportive de Ouakam. Juste après, fera face au Dakar University Club. Il s'agit de rencontres belles. C'est des matchs d'appui qui vont permettre définitivement de départager ces 2 formations qui s'étaient livrées 2 rencontres épiques lors des précédentes demi-finales. Et chaque formation a eu à remporter une rencontre. Et puis, Souleymane, nous allons terminer avec le Paris Saint-Germain, Leonardo qui va prendre un vol en direction de la Chine. C'est pour avoir une discussion avec Neymar concernant son avenir, selon un quotidien français qu'il a publié ce matin. Le directeur sportif va tenter de convaincre son compatriote de rester une saison supplémentaire. Si Neymar venait à confirmer ses envies de départ, le Paris Saint-Germain prendra une décision définitive. Soit il retiendra sa star contre son gré, un choix risqué puisqu'il peut provoquer d'importantes tensions en interne, soit il donnera un bon de sortie et tentera de trouver un accord pour un départ de l'international brésilien. Merci à vous, cher Tidiane. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour est signée Mbaye Sidi Mbaye. Bruno Le Maire, dixit, le capitalisme est dans une impasse. Droit dans ses bottes, toujours fier et courageux de ses opinions, le ministre français de l'économie et des finances serait vite traité de révisionniste et considéré comme tel s'il n'avait pris le temps et la précaution de s'expliquer avec peut-être une idée derrière la tête.